Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà pour ce webinaire 2 organisé par PEPS et dans le but de promouvoir les propositions pour les municipales, nos propositions communalistes, afin de construire ensemble des communes libres, écologiques et solidaires. Et donc, pour ce deuxième webinaire, on va traiter de la question du logement. Et cette question, bon, on la trouve présente dans cette brochure forcément, et notamment à la page 37 avec un point 12 qui concerne l'habitat et le logement, et comme axe de proposition en page 12 pour des communes anti-métropolisation et anti-gentrification. Donc c'est là un peu l'objet de cette rencontre avec donc nos amis ici présents, Rens, qui est à La Réunion, qui va pouvoir se présenter, et Fanny que je connais du DAL, droit au logement, mais qui est par ailleurs membre de plusieurs collectifs. Mais je te laisse te présenter, je vous laisse vous présenter brièvement. Bah, moi, c'est Rennes. Je suis à La Réunion en ce moment là, mais je fais partie du collectif La Maison du Peuple de Nantes, où on milite beaucoup pour les droits des personnes à la rue, notamment, mais pas que. Mais on est beaucoup axé sur ce dossier-là et sur le logement en général. Et ben voilà, ma petite présentation. Ok, alors moi c'est Fanny. Donc pendant pratiquement 7 ans, j'ai été salariée au DAL à Paris, droit au logement. Voilà, je continue dans le 77 en tant que comité voilà, indépendant sur la question du logement. Et j'ai la particularité d'être sur un département proche de Paris, mais périurbain. Donc la question de la gentrification et des choses comme ça, de toute façon, se pose depuis 30 ans chez nous, depuis l'arrivée de Disneyland Paris, imposé par l'État. Voilà. Bon, bah, on est rentré dans le vif du sujet là, en fait, hein. Ouais. Quelque part, le logement pour les personnes en situation d'urgence et à la fois le logement comme euh, phénomène de gentrification, mais plus largement d'artificialisation des sols et d'étalement urbain. Et bref, Euh, moi, peut-être qu'on pourrait commencer, Rens, ou peut-être aussi Fanny, hein, tu as aussi tes expériences, mais de parler de cette question du logement d'urgence, du logement solidaire, et ben, en fait, plus concrètement, nous présenter le projet de la Maison du Peuple à Nantes, comment elle fonctionne, comment elle s'est mise en place, combien d'acteurs et d'associations ça draine aujourd'hui. Enfin bon, voilà, si tu peux nous faire une petite présentation et Oui, présentation, c'est plus simple. Euh, Bah nous, la Maison du Peuple, on est un mouvement issu des Gilets jaunes. On a pour vocation d'être un lieu d'auto-organisation populaire. Du coup, on est passé par la méthode du squat pour réquisitionner des lieux afin de pouvoir s'organiser et de mettre des personnes à l'abri. Et du coup, dans cette démarche-là, on a aussi un dialogue avec les pouvoirs publics, notamment la ville de Nantes, pour essayer de créer différents projets d'aide aux personnes à la rue et de faire bouger les droits pour les personnes à la rue, notamment à Nantes. Et nous, on a un mode de fonctionnement qui est assez simple. En fait, nous, on fournit des lieux pour que les gens puissent s'organiser sur beaucoup de thématiques, sur l'écologie, sur plein de thématiques. On a vocation à être un lieu de rencontre engagée, on va dire, plus que militante, parce qu'on est ouvert à tout le monde, pas qu'aux militants. Un lieu de sociabilisation où les gens puissent venir juste se rencontrer, discuter, boire un café, pour que de ces échanges naissent un peu des luttes. Nous, on a comme particularité d'être composé à 80% de personnes à la rue, de bénévoles qui sont tous issus de la rue ou encore à l'heure actuelle à la rue, hébergés par nos soins. Parce que on a, nous, comme volonté
Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en public. On a, on a pour volonté, nous, d'impliquer les personnes qu'on héberge, parce qu'en fait, nous, on n'est que des bénévoles, et du coup, chacun doit donner la main à la pâte pour ce qui est d'hébergement, de la nourriture, de la gestion du lieu, mais aussi parce que nous, on croit que c'est le meilleur modèle d'habitat possible, qui conviendra peut-être pas à tout le monde, mais qui est nécessaire pour une grosse partie de la population, notamment les personnes en difficulté qui ont besoin d'avoir un contrôle plus direct sur leur vie, vu les épreuves difficiles qu'ils ont passées, et qui ne rentrent pas dans le cadre des institutions style les eaux vives et ce genre de grosses associations qui ont tendance à infantiliser un peu les personnes à la rue, ce qui ne convient pas à beaucoup de personnes. Du coup, nous, dans cette volonté d'émancipation, euh, pour que chacun puisse trouver sa place et voguer vers d'autres cieux une fois qu'ils sont rétablis, ils sont remis sur pied, ou continuer l'aventure avec nous. Du coup, dans cette optique-là, on a bataillé avec la mairie pendant longtemps. On a nos activités sont séparées en deux lieux, chose qui nous pose un peu problème. On se bat depuis maintenant 3 ans avec la mairie pour pouvoir faire toutes nos activités au même endroit. Mais pour l'instant, on est obligé de passer par une partie. On a un bâtiment que la mairie nous fournit, où on fait nos accueils de jour, on fait de l'aide diverses et variées, de la distribution de nourriture et ce genre de choses. Mais toute notre partie habitation, on est obligé toujours de passer par le mode du squat et de la réquisition, puisque aucune autre alternative ça mène à nous, malgré nos efforts. On a déposé des projets à la mairie, mais il y a un truc qui bloque, c'est la gestion de ce genre de lieu. Parce qu'en fait, pour pouvoir héberger des gens, il faut être une structure agréée. Et la difficulté que ce soit les personnes hébergées en elles-mêmes qui gèrent le lieu dans lequel elles habitent est un gros frein, nous, à notre projet. Du coup, c'était un peu le topo de ce qu'on fait, de l'état où on est actuellement. Je te remercie pour cette présentation assez détaillée. Donc, en gros, ce qui bloque, c'est quelque part l'autogestion et l'autonomie des personnes qui sont concernées par la détresse, par le fait de vivre à la rue. Finalement, on n'a pas tellement envie qu'ils s'auto-organisent et qu'ils pourvoient eux-mêmes aux solutions qui pourraient résoudre leurs problèmes. Toi, Fanny, toi, tu as, de multiples expériences, j'imagine, d'ouverture de squat, ou en tout cas de ces lieux qui sont laissés sans affectation, qui sont laissés à l'abandon et qui peuvent servir justement comme lieu d'hébergement en urgence. Moi, j'imagine que tu as touché différents publics aussi. Il semble la dernière fois qu'on en parlait, tu parlais de la détresse chez les étudiants et les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à la rue. Oui, ils sont à la rue et aussi, comme dit Rennes aussi, aussi d'espace libre, en fait. On s'aperçoit, c'est que euh, c'est des contraintes, en fait, même l'hébergement en soi. Moi, je comprends, hein, moi, je conçois qu'il y a des gens qui préfèrent la rue que le 115, en fait. Parce que quand tu te retrouves dans une chambre d'hôtel à 4, je ne sais pas si, en fait, c'est plus adapté que de se retrouver, enfin, même au niveau santé, même au niveau, que ce soit au niveau santé mentale et tout. C'est-à-dire qu'on a créé quand même un système depuis des années, et ça, c'est la faute, c'est de la faute à tout le monde. Mais enfin, oui, oui. Moi, j'entends que c'est de la faute un peu à tout le monde, parce que à force de crier qu'on veut des hébergements, des choses comme ça et tout, Oda a aussi créé ce système un peu de critères. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans le système de l'hébergement, déjà, il faut que tu accèdes à certains critères. Tout le monde ne peut pas accéder non plus à l'heure actuelle aux hébergements. Alors si facilement, plus facilement aux hébergements 115, c'est-à-dire hôtel et tout, mais l'hôtel a créé aussi le fait que si on entend ces familles dans les hôtels, eh ben, ça crée la rente financière du Airbnb dans les logements. En fait, il y a toujours un parallèle aux choses. Et c'est à partir du moment aussi
où même les associations et tout, ont observé que quand même, aux associations caritatives et tout ça, qui sont aussi en charge des lieux d'hébergement aussi, euh, ont accepté qu'on loge les gens dans des hôtels plutôt que de demander depuis des années aussi du logement. Après, je pense que oui, l'histoire de l'autogestion, ça revient de plus en plus, surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes qui ne veulent pas trop rentrer dans ce qu'on leur demande. Même déjà pour avoir un logement Crous, c'est compliqué. Hein. J'en parlais encore la dernière fois, là, dans 77. Là, chez nous, ils disent bah, les jeunes, ils font pas trop l'école, les grosses études et tout. Alors ça s'entend parce qu'il y a beaucoup de transport, du temps de transport qui fait qu'au bout d'un moment, tu es rebooté. Et pourquoi? C'est parce que déjà, si tu n'habites pas à plus d'une heure et demie de Paris ou quoi que ce soit, déjà ton accès au Crous, il est limité. Tu as déjà des priorités en fait. Dès l'hébergement, dès que tu es jeune, de toute façon, hein, pour accéder au logement, tu as déjà certains critères. Certains critères que tu retrouves encore plus contraignants de plus en plus pour accéder au logement social, pour accéder à certaines choses, même à leur nouveau truc de l'accès à la propriété. Euh, enfin, bon, bref, et je pense que c'est ça aussi. Il y a un problème de liberté, d'autogestion des lieux, d'autogestion des bâtiments aussi. Même quand tu es locataire, on le voit bien. De toute façon, tu n'as pas ton mot à dire. Quand ils arrivent avec leur projet de démolition dans rue, de choses comme ça, tu te retrouves face au fait accompli. Euh, donc, je pense qu'à l'heure actuelle aussi, le logement, ça doit, enfin, si ça doit s'émanciper, oui, c'est par les gens qui sont concernés. Mais bon, pour mobiliser les gens concernés, c'est aussi très compliqué à l'heure actuelle, on le voit bien, où quand même la question du logement s'est individualisée par rapport à toutes les priorités proposées par l'État. C'est-à-dire que si on met en parallèle tous les dispositifs de priorité que tu passes par le DALO, quand tu n'as pas de logement ou quand tu as des situations compliquées que tu demandes une priorité, tu as l'accès au logement par action logement quand tu rentres dans certaines professions, ils te disent que tu es prioritaire. Enfin, et de faire monter les priorités sur les priorités, et ben à la fin, tu as les gens qui essayent ouais, je sais pas, d'accéder au logement plus par le clientélisme. Je pense que c'est un peu en ce moment ce truc-là qui pose problème euh, pour basculer sur le logement qui est un bien commun. Oui, Voilà, merci d'avoir prononcé ces mots, Fanny. Logement bien commun. On accueille Odile, Leïla et Dom qui sont connectés et je les remercie. Dans la brochure de PEPS, on fait ce constat. avant ça, si je peux t'interrompre 2 minutes, Farid, En prie. moi je voulais juste mettre une petite précision sur ce que Fanny a dit, sur les histoires de critères, parce que c'est une notion qui est très passée vite fait d'habitude. Et en fait, le problème des critères, c'est qu'en fait, on va demander, c'est que ça va plus loin que la préfecture choisit selon certains critères, ou les préfectures ou les mairies. La sélection, on nous demande, nous, associations, de la faire avant. On nous demande de venir en aide qu'aux personnes qui rentrent dans les critères. Euh, et on nous pousse à ça, ce qui pousse certaines associations à faire des sélections et qui se retrouvent avec des gens encore plus, une partie de la population des personnes à la rue encore plus marginalisées et qui se retournent que vers des assos comme nous, qui nous, on n'a pas trop le choix. Les seules solutions qu'on peut apporter à ces gens-là, c'est la réquisition citoyenne, parce qu'on n'a pas d'autre option. En fait, il y a aussi ce côté-là où on pousse les associations à faire des sélections sur la pauvreté. Ça, c'est juste un petit point, un petit complément que je voulais rajouter. Et si sur les étudiants, je voulais faire un petit complément aussi sur Fanny, que en fait le logement, on voit comment ça précarise une personne. Nous, les étudiants à Nantes, et je pense que c'est un peu partout ailleurs, on voit comment la prostitution chez les jeunes étudiantes augmente de manière vertigineuse, parce ils se retrouvent de manière, ils sont très précaires. Ils sont souvent en distribution alimentaire. Le vol est devenu monnaie courante chez beaucoup d'étudiants. Et tout ça, ça part à la base de la difficulté de se loger.
Voilà, c'était mon petit complément et je te relaisse la parole, Farid. Non, mais je te remercie d'avoir complété. Donc moi, je voulais simplement rappeler que donc dans les propositions communalistes faites par PEPS dans le cadre de ces élections municipales, au point 12 de cette brochure, en fait, on voit que l'habitat n'est pas seulement un lieu de résidence, mais un espace commun où les principes de solidarité, d'égalité et de liberté sont incarnés au quotidien. Cette vision s'oppose à la logique de spéculation immobilière. Alors là, je viens de poser deux gros mots, spéculation immobilière, qui ajoute donc de l'injustice sociale et crée un accès inégal au logement et à l'hégémonie des intérêts privés qui gouvernent la construction et la gestion des habitations. Et donc, c'est vrai que dans ces propositions communalistes, si on venait à voir au mois de mars des communes adopter les propositions de PEPS, il y aurait forcément en priorité cette lutte contre la spéculation immobilière et, euh, et pour l'amélioration de l'accessibilité au logement. Et donc l'un de ces objectifs est de lutter contre la spéculation immobilière et de manière à lutter contre les injustices sociales et économiques. Euh, Comme on le sait, cette spéculation immobilière, elle fait surtout elle fait augmenter les prix de l'immobilier, elle renforce la gentrification des quartiers, et puis surtout, elle pousse à l'exclusion de certaines populations les plus vulnérables, comme on le sait, comme vous venez de le souligner d'ailleurs. Et donc, pour contrer ce phénomène, il y a plusieurs mesures qui pourraient être mises en place. Il y a d'abord le recensement des logements vacants. Il y a aussi la récupération des logements détenus par des banques et les entreprises. Il y a l'application donc, du droit de réquisition, dont tu viens de souligner l'importance, Rennes. Et puis, les arrêtés anti-expulsion et lutte contre la précarité énergétique. Il me semble que, bon, là je viens de poser les choses, mais euh, d'une manière générale, comment on arrive au stade où on expulse les gens encore et peut-être que Fanny, tu pourrais nous décrire les récentes évolutions par rapport à les menaces qui pèsent sur les familles et le fait que donc on continue d'expulser. Ouais, bah, on a vu hein, les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, elles sont sortis, hein. Mais de toute façon, c'est rien comparé à l'année prochaine, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la loi Casbarian qui est arrivée, elle est rentrée en application depuis 2023, et qu'entre 2023 et 2024, de toute façon, les procédures étaient lancées sur l'ancienne loi, donc on n'a pas vu encore trop les effets l'année dernière, mais que cette année, bah, c'est sûr qu'on a les chiffres maintenant officiels du coup de la loi, et donc on a bien vu que les augmentations d'expulsion augmentent. Bon, bah là, il y a plusieurs lois qui sont en cours, dont une, la loi Choc. Euh, voilà. Donc, c'est une loi qui va favoriser le clientélisme, mais ça, c'était pas étonnant, vu qu'on a plusieurs, quand même, on voit plusieurs affaires sortir, et que de toute façon, à chaque fois, c'est basé sur le clientélisme et beaucoup sur le logement et tout ce qui est marché financier dû à l'étalement urbain et tout ça. Donc voilà, et on a eu le dernier décret qui est sorti pour expulser encore plus vite pour les squats, en sachant que maintenant, forcément, occupant sans droit ni titre, c'est beaucoup plus large depuis la loi Casbarian, vu qu'elle est rentrée, à partir du moment où les gens ont un jugement d'expulsion de toute façon, ils deviennent automatiquement occupants sans droit ni titre. Donc avec ce nouveau décret-là, bah, je pense qu'au mois d'avril, ça va être un petit peu un carnage. Mais bon, Oui, après, juste si je peux dire un petit truc vite fait, Fanny, après, oui, c'est pas que le carnage judiciaire, il y a eu aussi un carnage dans la tête des gens, parce que bien les sûr, ouvertures de spots ont diminué de plus de moitié, peut plus. tu vois. Les gens ont peur d'ouvrir. Alors, oui, bah, ça, c'est les peines de la loi Casbarian. Et tout ce qui rajoute à côté, de toute façon, dans les lois criminalisantes. On l'a vu, c'est ce que je dis à chaque fois. On a vu que pendant les manifestations, ça pétait dans certaines banlieues.
pour Naël et tout ça. Ils ont sorti voilà, ce qu'a créé la loi anti-émeutier, on va dire. Sauf que c'est pas le même traitement. Le vocabulaire n'est pas le même. Tu parlais d'habitation, d'habitants, d'habitation. Sauf que maintenant, on est logé. Et c'est ça aussi dans la tête des gens qu'il faut remettre en. Enfin, il y a tout un vocabulaire à reprendre, à reconceptualiser. Avant, oui. Avant, on était des habitants, on avait un habitat, et maintenant, on est tous logés. Et voilà, quoi. Donc, c'est bien quelque chose. Le logement, c'est quelque chose de plus éphémère. C'est bien pour ça qu'ils sont en train de passer des lois pour que le logement social, entre guillemets, alors qu'il n'a jamais été à vie. Le logement social n'a jamais été à vie, hein. Bon, bref, de dire à tout le monde, on va faire le logement, sa vie, le logement social, sa vie et tout, ce qui est faux, parce que ça fait très longtemps qu'on ne peut plus se repasser les baux entre familles. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, c'était accepté. Voilà. Après, il faut savoir qu'on a eu une période de Covid, voilà, très importante, où les enfants sont retournés vivre chez leurs parents pendant toute cette période pour soigner leurs parents ou des choses comme ça sur une population très âgée. Et donc, la plupart des enfants ont rendu les habitats qu'ils avaient en cette période-là et ont essayé de faire le nécessaire pour récupérer les baux, parce que souvent, il y a eu beaucoup de décès aussi. Et on voit bien que ça ne fonctionne plus de toute façon parce qu'il y a les commissions d'attribution. Et malgré qu'on sait que dans certains endroits, c'est vrillé parce que tu as encore les maires, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, tu as encore des gens. Et voilà. Et quand je dis que le 77 est un truc où on est bien placé pour le savoir, c'est que ça fait des années que nous, la loi Elan, elle n'est pas respectée. Moi, je suis encore dans un OPH, on n'a pas de truc de démolition, mais on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire de nous. On n'arrive pas à le savoir de toute façon. Et c'est le maire, de toute façon, qui dirige. Et pourquoi il dirige? Bah, pour, comme tu dis, les critères. Voilà, on en revient toujours aux critères. C'est-à-dire que si tu as ton maire qui siège à la commission d'attribution de sa mairie, et ce qui devient un danger avec la nouvelle loi choc qui sont en train de sortir, et c'est pour ça qu'ils la ressortent, c'est pour que tous les maires, légalement, aient le droit de siéger aux attributions aussi HLM, hein, des gens diminuent, enfin, bon, bref, un carnage aussi, et ben de toute façon, ils choisissent leur population. Et on en arrive à des grosses opérations de gentrification où en plus, ils s'obstroient le droit de le dire en réunion publique que de toute façon, ils vont choisir aussi la population et tout le monde veut la même population en ce moment, c'est-à-dire des classes moyennes avec des véhicules, parce que bon, voilà, hein, on en est là quand même, avec le bitume, parce que on est aussi producteur de ciment. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est quand même producteur de ciment, donc ça rapporte des sous, le béton, et en même temps, pourquoi on ne passe pas non plus à des habitats écologiques et tout ça? C'est parce qu'on a des briques à écouler pendant je ne sais pas combien d'années pour la construction et que donc tout ça, c'est aussi un business financier. Et comme je dis, de toute façon, pour en arriver à taper dans le foncier et tout, il faudrait communaliser les terres, il faudrait communaliser le foncier. Mais le problème, c'est comment tu le fais rentrer dans la tête des gens où, depuis des années, on a sacralisé le droit à la propriété privée, que les gens qui craquent quand ils sont en banlieue, ils veulent tous un petit pavillon, voilà, même quand ils défendent des idées écologiques et tout ça, et ben ils vont quand même bétonner ailleurs aussi. Donc en fait, on est un peu tous responsables, enfin, je sais pas comment dire ça, mais on est un peu tous responsables aussi par rapport à ce droit de propriété sacralisé par toutes les classes, que ce soit la classe populaire qui n'arrive pas à évoluer par son salaire et donc qui dit bah oui, une rente, c'est bien. Et en ce moment, les prêts de toute façon financiers, euh, c'est-à-dire qu'on te donne un droit à la propriété, mais si tu fais de la rente financière, c'est-à-dire que tu arrives plus facilement à avoir un crédit en ce moment si tu achètes un appartement et que tu dis à ta banque que tu vas le mettre en location Airbnb que pour t'acheter un appartement à toi à titre individuel pour, euh, pour y habiter justement, hein, pour y construire quelque chose, parce que c'est là où on vient au mot de l'habitation. Donc un habitat, c'est fait pour construire ta vie et tout ça. Le logement, bah, c'est fait pour te loger et aller travailler, quoi. Voilà. Donc,
Alors, tu as Des- utilisé deux, trois sigles DALO, loi Elan, etc. Alors, je ne vais pas te demander de revenir dessus, mais c'est vrai que là, tu viens de dire Airbnb, et ça, c'est un sigle que tout le monde connaît malheureusement. Et dans les propositions communalistes de PEPS, il y a cette idée de lutter et de prendre des mesures contre Airbnb et les meublés touristiques, parce qu'en fait, ça contribue à la spéculation immobilière. Et ça transforme des logements en investissements spéculatifs. Et donc, pour y remédier, on pourrait avoir des mesures spécifiques qui permettent de limiter l'accès des investisseurs à ces plateformes et notamment réorienter ces logements vers des usages durables et sociaux. Euh, donc sur la question du logement, là on a quand même pas mal défriché la question. Peut-être qu'on peut ouvrir la discussion à ceux qui sont connectés et peut-être qu'ils voudraient poser des questions ou nous donner leur point de vue. Euh, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter, mes chers amis Irène et Enfin, Fanny. moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Fanny, Oui. en fait, moi, je suis pour toutes les propositions que PEPS ont nommées et que tu as nommées juste avant, là. Mais c'est aussi de pouvoir de qui décide, quoi. Qui va gérer ces lieux, tout ça en termes de réquisition, qui va gérer les lieux réquisitionnés. Si on donne tous les pouvoirs au maire, comme dirait Fanny, on va faire du clientélisme. Tu vois. Alors que ce soit la gentrification ou la spéculation immobilière, il y a un gros appui des pouvoirs publics sur cette question. Nous, on le voit à Nantes et ailleurs. En fait, on laisse des quartiers entiers à l'abandon, volontairement, moins de services publics, moins d'entretien, moins de surveillance, on laisse plus d'insécurité s'installer pour que les prix baissent, pour que les gens déménagent, pour pouvoir racheter tout ça et reconstruire des beaux immeubles tout neufs. Du coup, pour moi, la question est très importante. C'est qui va gérer tout ça. La question est ouverte. Et donc, la réponse, elle est sous-entendue, il vaut mieux l'autogestion et que les habitants organisent une coopérative, éventuellement de l'habitat partagé. Enfin, bon, on peut trouver tout un tas de petits noms, ou le bon vieux squat. Mais Oui, après, il y a des, il y a, il y a des, il y a des, il y a des nouvelles façons de faire à réinventer. Et oui, c'est sûr qu'il faut donner plus de pouvoir aux habitants et à nous de trouver la manière que ça se concrétise. Mais en fait, déjà, quand beaucoup de partis parlent de réquisition, euh, mais très peu parlent de comment on va gérer ces réquisitions. Et déjà, en parler, c'est déjà le premier pas, tu vois. est-ce que le modèle... Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'en prie, Oui. Odile, prends la parole. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Je vous ai rejoint parce que je suis depuis peu, j'ai rejoint PEPS récemment et j'ai eu l'information qu'il y avait une réunion sur le logement ce soir en visio. Je me présente, je suis Odile de Boissy-Saint-Léger. Je suis sur une liste PEPS LFI pour les municipales. Je me préoccupais de la question du logement parce que ici à Boissy, on a un certain taux de logement social qui est plutôt satisfaisant pour moi, mais on a aussi un problème de personnes qui sont mal logées ou non logées. Et on a un maire PS qui a fait beaucoup de spéculation immobilière, fait pousser des immeubles un peu partout, de l'accès à la propriété surtout. Et il y a un déséquilibre qui est en train de s'installer. Et voilà, je cherchais des solutions sur le logement, voilà, notamment en termes de co-construction citoyenne ou de comment s'organiser pour faire en sorte que le logement soit aussi une affaire gérée par les habitants. Mais je te remercie pour ton intervention, Odile, et puis je te souhaite tout le meilleur Merci, succès avec votre liste. Euh, merci beaucoup. dans la brochure éditée par PEPS, on voit aussi un point Oui. sur la réforme du système d'attribution des logements sociaux. C'est ce que vous dénonciez, Fanny, en parlant des critères, mais
Donc, c'est vrai que le système d'attribution des logements sociaux, il doit être réformé pour être plus équitable et surtout plus transparent. Parce qu'on voit que, bon, toi, tu parlais de clientélisme tout à l'heure, mais il faut totalement éliminer ces passe-droits. Et le système actuel, il est souvent opaque et inéquitable. Et il faudrait le remplacer par un processus totalement transparent où les critères d'attribution sont définis, explicités et accessibles à tous et toutes. On pourrait aussi encourager la mobilité dans le logement social avec un mécanisme de mobilité active qui permettrait aux habitants des logements sociaux de demander d'autres logements en fonction de leurs besoins. Ça, c'est vrai que je l'ai rencontré dans les... il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en situation d'endettement parce qu'ils occupent un logement qui est trop grand. C'est souvent ce Mm. que donc, en effet, les enfants sont partis et les parents sont restés. Et bref, on voit souvent, malheureusement, cette question de la mobilité dans le logement social qui fait blocage et des gens qui sont poussés dans des situations intolérables. Et donc là-dessus, PEPS voudrait y mettre fin, en tout cas promouvoir, on va dire, cette question de la mobilité des habitants dans les logements sociaux. Est-ce que, en fonction de leurs besoins, est-ce que Mm. par rapport à cette question du logement social, Fanny, il me semble que tu as animé un moment cette campagne par rapport aux syndicats, moi je ne sais plus comment ça s'appelle, au sein des bailleurs sociaux, il y a des représentants des habitants qui, Non, c'est ça, euh, mais oui, mais même ça, c'est vrillé. même ça Même c'est ça, c'est vrillé. oublié. Bah, c'est-à-dire que, d'accord, tu es représentant, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des élections HLM, d'accord? Déjà, pour une partie de certaines associations représentantes et tout, moi je l'ai vu avec le DAL et tout, tu as quand même des bailleurs sociaux. euh, Bah, c'est vrillé parce que à partir du moment où tu as des gens qui sont élus par les locataires, mais qui sont aussi adjoints, on en revient toujours au même, qui arrivent à être adjoints aux municipalités, je veux dire, c'est compliqué pour la démocratie aussi de vivre. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, si on voudrait plus d'opacité, plus de choses comme ça et tout, faudrait déjà aussi mettre des barrières aussi dans ce genre de choses-là, qui sont à la base, normalement, c'était fait pour avoir des représentants locataires, pour pouvoir intervenir et tout. Mais en fait, même quand tu es élu représentant des locataires, ouais, tu peux faire remonter des informations et tout. Mais eux, dans les réunions, que ce soit dans les CCL ou dans les choses comme ça, ils te donnent ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que pour certaines associations, quand tu as le droit aussi de passer par le système des attributions, aussi, ça peut être un moyen aussi de clientélisme. En fait, c'est ça le problème. Le vrai souci, franchement, à l'heure actuelle, c'est déjà, il n'y a pas assez de construction HLM pour tout le monde. Donc, même pour respecter les pourcentages d'allo, tu n'as pas assez de HLM. Dans certains endroits, ils sont pas bien construits parce qu'ils les ont mis tous au même endroit. Donc, ça fait qu'il y a des disparités au niveau des territoires, de toute façon. Et, euh, et que là, on le voit de plus en plus. De toute façon, c'est les critères qui renforcent parce que comme ils n'ont pas construit assez et qu'ils le savent, et puis c'est un bon moyen de créer aussi toute cette lutte de caste pour le logement. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on met en parallèle beaucoup de publics prioritaires. Hein, les prioritaires de l'hôtel, les prioritaires machin, les prioritaires. Et qu'à la fin, tout le monde essaye d'avoir un critère prioritaire. Il n'y a pas assez de logements pour de toute façon toutes les priorités qu'ils donnent. C'est pas possible. Et en même temps, tous les systèmes se superposent. Hein, moi, je connais des gens, ils sont rentrés dans plusieurs trucs, et c'est pas pour ça qu'ils ont été logés plus vite. Ils ont été DALO, ils ont été ACD, donc les accords collectifs. Voilà, c'est les trucs, les ARPP, comme ils disent, les accords collectifs départementaux. Euh, T'as tout le monde qui a fait des petites lettres pour eux et tout. Et à la finale, ils sont tous. Enfin, voilà, c'est bien parce qu'il y a aussi un manque d'HLM. Et ça, c'est un problème. Je dis, le logement aussi, c'est un problème de mentalité. Ce n'est pas qu'un problème, c'est un manque de volonté publique.
s'assurent depuis des années parce qu'ils sont lobbyistes du ciment, enfin de tout ce qu'on veut dire, voilà, tout par rapport à ça, les gentrifications, le fait. Mais il y a aussi euh, une, je sais pas, une espèce de mentalité quand même qui fait que oui, ils ont réussi à faire que le logement, ça devient une lutte de caste. C'est-à-dire que les gens veulent rentrer absolument dans une priorité. Donc, tu as des salariés qui vont accepter certains postes, même si ça leur est pas, mais quand ils regardent le truc, et ben leur truc, on leur promet Action Logement. Sauf que maintenant, Action Logement envoie aussi des salariés pour faire des dallos. Donc, c'est là où ça devient du. Enfin, comme ils ont plus de choses, là, la dernière chose, c'est le renforcement du dispositif dallo. Maintenant, dès que les gens ils vont faire des recours, eh ben, on a vu une nouvelle circulaire arriver, un nouveau dossier à remplir. Donc, au bout de 6 mois, les gens ils vont devoir reprouver qu'ils sont bien prioritaires avec la même situation de départ. Sauf qu'il y a des gens, au départ, ils ont fait des dallos parce qu'ils étaient sans domicile ou des choses comme ça. Et puis, du jour au lendemain, bah, un coup de chance, ils se retrouvent hébergés. Ils se retrouvent hébergés par le 115. Et ben, ça veut dire que quoi? Ils vont rentrer dans une nouvelle priorité parce que quand tu es SDF, tu peux avoir le droit d'allo tout de suite. Mais quand tu commences à rentrer dans certaines structures d'hébergement, eh ben, taux d'allo, il est valable qu'à partir de 18 mois d'hébergement. Donc, comme ça, ils vont sortir des gens. C'est ce que je dis, au fur et à mesure, ils sortent des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé, il n'y a pas longtemps, qu'ils faisaient une priorité sur les fonctionnaires. Et donc, tu enlèves des gens d'une certaine priorité pour donner une priorité à une autre chose, et t'entends dans les permanences, et moi je l'ai vu au DAL, et t'entends dans les permanences les gens qui n'ont pas grand-chose, tirés à boulet rouge sur, par exemple, la personne qui est passée avant eux et qu'ils ont entendu que la personne ne travaillait pas. Et la personne, elle va te dire quoi? Oui, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je travaille. Et on l'entend aussi dans la bouche des gens. Et du coup, c'est là où je dis que qu'il va falloir faire un gros travail d'éducation populaire sur le logement, que ça devienne le bien commun. Ben, Ça, c'est clair. je te remercie, Fanny. Il y a Dominique qui a levé la main qui voulait s'exprimer et ben, je lui donne la parole. Dominique, si tu veux bien. Merci Farid et Rens de tout ce que vous nous racontez là, parce que je pense que c'est extrêmement important que tout le monde comprenne tout ce qui est, enfin, tout ce qui est en jeu autour de ces histoires de logement, pour, en particulier pour les familles ou les personnes hein, qui ont peu de ressources. Moi, je voudrais aussi aborder un autre point qui est un peu dans le sens de ce que disait Odile tout à l'heure. Parce que, par exemple, on a vu dans un certain nombre de villes énormément de projets de rénovation autour d'habitats absolument insalubres, etc. Et ce qu'on a vu aussi derrière ces histoires de rénovation, c'est que c'est aussi une façon finalement de disperser une population qu'on trouve peut-être un peu trop pénible parce qu'ils ont des systèmes de solidarité et d'entraide. Moi, je suis allée il n'y a pas très longtemps à Roubaix et il se trouve que j'ai rencontré un certain nombre de familles qui ont été relogées à la suite de la rénovation du quartier de l'Alma, qui s'est fait quand même dans des conditions extrêmement difficiles. Mais ce qu'elles me racontaient finalement, c'est que derrière, pour elles, c'est l'isolement. Elles sont relogées dans des logements qui sont probablement plus confortables que celui dans lequel elles étaient avant. Mais par contre, elles sont seules. Et donc, dans l'enjeu de la rénovation des quartiers insalubres, pour un certain nombre de municipalités, c'est clairement le fait de faire exploser disons, les possibilités collectives de s'organiser et de reprendre la main sur la façon dont on veut être logé. Et donc peut-être que ça aussi, ça devrait faire partie de la bataille municipale pour les municipalités qui voudraient s'engager sur ce genre de choses. Et comment, ça va dans le sens de ce que Fanny nous dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait pour que les gens qui sont concernés aient voix au chapitre, qu'on puisse partager avec les constructeurs, je sais pas comment on les appelle, les bailleurs, le fait de ne pas se retrouver dans des solidarités complètement éclatées. Parce que ça aussi, ça, derrière, ça nourrit, alors bien sûr, du désespoir pour les gens qui sont concernés,
mais ça nourrit aussi, disons, une dégradation du rapport social qui, de toute façon, au bout du compte, sera délétère pour la ville et pour la société en général. Je ne sais pas Mm. ce que vous en pensez. Après, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que qu'importe les propositions qui sont faites, et notamment celle qu'a fait Farid tout à l'heure là de Peps sur que les gens puissent être mouvants dans leur loyer. Je suis pas contre la proposition, mais en fait, qu'importe la proposition, si on remet pas l'humain au milieu de toutes ces propositions, il y a rien qui est possible en fait. Les mentalités ne vont pas évoluer, les gens vont se retrouver seuls. Je vais te donner un exemple. À Nantes, ça commence à se faire. Le fait est que les gens bougent de loyer en loyer. Et nous, on a une bénévole de la maison une personne âgée, qui a passé toute sa vie dans un logement social, où son mari est mort, où elle a élevé ses enfants, et elle a dû, pas, pas par menace, mais par grosse pression régulière, elle a dû quitter son logement pour aller dans un appartement plus adapté à elle. Mais elle ne voulait pas. Et là, elle se retrouve toute seule, dans un endroit qu'elle connaît pas. Elle doit tout reconstruire. C'est une personne âgée qui a 70 ans. C'est très compliqué pour elle. Heureusement qu'elle a l'association et qu'elle a des bénévoles qu'elle peut voir quand elle peut se déplacer. Mais plus l'âge avance et plus ça devient compliqué pour elle. Et elle était dans une dynamique euh, justement de vouloir accueillir d'autres personnes dans sa maison où elle avait habité. Il faut aussi qu'on arrive à Mm. réfléchir en mettant l'humain. En fait, il y a plein de personnes âgées qui sont seules et peut-être que les déménager, il y en a pour certaines ce sera bénéfique, mais pour d'autres qui vont se retrouver isolées, ce serait peut-être plus intelligent de réfléchir Ouais, à mettre des étudiants ou d'autres personnes âgées avec complètement. elle, de mettre d'autres personnes avec elle pour habiter dans le lieu où elle a passé toute sa vie, où elle a élevé ses enfants. En fait, c'est des solutions comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'en fait, qu'importe les solutions qu'on propose, il faut qu'on pense à remettre l'humain au milieu. Parce que c'est le plus important. Merci, Rens. Tu voulais réagir, Fanny? Non? Tu remets l'humain au milieu en donnant les moyens aussi dans les communes, c'est-à-dire c'est aux moyens aussi à l'humain dans ces communes, en les laissant aussi organiser des choses, en mettant des salles à disposition pour que les gens puissent s'organiser, sans vraiment, voilà, enfin, je sais pas, moi je pense qu'il y a aussi de ça aussi. C'est quand même aussi des volontés. Euh, je dis, moi, je suis quand même sur un territoire qui a bien expertisé toutes ces politiques-là et tout. Oui, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus rien. Je pense qu'on l'a vu dans plusieurs quartiers de toute façon, à partir du moment où ils ont commencé à fermer les MJC, de fumer la police de proximité, plein de choses qui faisaient le lien avec l'humain, de toute façon, bien sûr que ça s'est dégradé. Mais bien sûr qu'ils ont bien compris qu'en faisant des... Voilà, et puis en même temps, je vais répondre à la question tout à l'heure que tu posais, pourquoi les gens aussi ne déménagent pas de leur logement ancien pour plus grand, c'est parce que souvent dans les opérations, comme je ne sais plus qui l'a dit, dans les opérations de relogement de nouveautés, souvent la personne qui est un F4, et ben de prendre un F2 à l'heure actuelle, ça lui coûte plus cher. Et comme les retraites ont diminué et que souvent on propose ça à des gens âgés, et ben ils se retrouvent aussi à certain âge, du coup, à se retrouver endettés. Alors que leur F4, bah, enfin, bon, bref. Et il y a aussi ce problème-là, où du coup, dans les nouvelles constructions, le coût du loyer est beaucoup plus cher en logement social. Voilà, il y a plusieurs bailleurs qui sont chefs, ST Habitat et RIVP, où les logements, c'est quand même du logement social assez cher. Et que du coup, bah, les personnes âgées, c'est ou soit ça, ou soit la résidence sociale senior, c'est comme ça aussi qu'on isole Mm. anciens, c'est en les mettant entre eux, en les parquant entre eux aussi. Enfin, il y a plein de dispositifs comme ça qui font que, bien sûr, les gens âgés, du coup, ne veulent pas toujours partir des logements qui seraient plutôt adaptés à des grandes familles, ça j'entends, hein. Mais, enfin, voilà, il y a aussi beaucoup de choses à mettre comme ça. Et comme je disais, il y a des dispositifs qui sont mis en place dans les grandes villes, comme les encadrements des loyers et tout. Mais dans les autres villes, plus petites et tout ça, pour l'instant, il n'y a aucun dispositif qui protège, enfin, il y a moins de protection, comme je dis,
dans certains endroits. Et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre aussi de faire des opérations, de décentraliser les gens très très loin. Euh, voilà, hein, et puis ça, c'est dans toute la France. Hein. C'est pas que lié à la région parisienne. On est passé en Normandie et c'est comme ça qu'on a vu qu'ils avaient exporté derrière Fécamp un quartier populaire à aller 20 minutes dans les champs derrière Fécamp, quoi. Il n'y a rien du tout. Il y a un arrêt de bus et puis basta. Donc non, non, c'est très compliqué. Mais c'est ce qu'on en revient, c'est toujours aussi comment tu fais changer la mentalité autour du logement et que tu casses l'idée de l'accès à la propriété et de la rente immobilière. Mais pour moi, ça passe par ce que tu viens de dire, ça passe par les moyens. En Bien fait, sûr. quand tu mets à disposition des lieux communs où les gens s'entrecroisent, discutent, mais pas que des maisons du peuple ou des MJC, dans les immeubles, carrément, tu vois, euh, où on repense l'habitat d'une manière différente. Oui. Ah, Parce qu'en même temps, on est quand même sur un pays qui pense à la construction, l'emprise au sol et tout ça, alors qu'avec le réchauffement climatique, on le sait tous très bien, ça va être très compliqué, et que comme tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, on a quand même ce truc de la chasse à la cabanisation, qui fait qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains pour mettre des yourtes ou des choses comme ça, ou même les gens du voyage qui se sont sédentarisés parce qu'au bout d'un moment, à force de prendre la matraque, ils en ont eu marre, ils ont acheté des... Et ben, ils se font chasser quand même. Donc, alors il y a beaucoup d'expériences à mener quand même, voilà, même sur les zones inondables. Hein. Dans d'autres pays, ils ont construit, ils ont trouvé la solution, ils ont construit sur les zones inondables, sans emprise au sol, sans choses comme ça. Je pense que quand même la France, il y a quand même un truc sur la construction en France, sur le bâtiment, sur les matières premières que nous on fournit, enfin le pays fournit, qui fait que quand même il y a les lobbies qui sont en jeu et que oui, faut remettre la question de l'humain plus que la question du pognon au centre des choses pour, je sais alors tout à l'heure, Rennes était en train de parler, mais ça a frisé, donc je pense que c'est. J'espère que maintenant sa connexion est repartie. Mais pour résumer, donc grosso modo, il y a le parc de logement et donc de construction et de bâtiments. Il y a une bonne partie qui est privée. Il y a une partie de ce qu'on appelle le logement social, mais là, c'est, on va dire, piloté par des acteurs, entre guillemets, à vocation sociale, mais qui sont des bailleurs sociaux. Et chacun se fait la compétition à la manière d'entreprises privées, finalement. Mais à l'échelle de la commune, il y a une chose importante, c'est le plan local d'urbanisme. Et c'est peut-être ici qu'il faudrait qu'on s'arrête aussi, parce que c'est vrai que le plan local d'urbanisme, c'est ce qui permet de codifier, on va dire, la manière dont la commune gère ses espaces, à la fois la hauteur des constructions, la dimension des parcs, la question de la prise en compte des risques et des périls liés aux inondations ou d'autres phénomènes. Et donc dans ce PLU, c'est vrai que chaque commune en est dotée. Et il s'agirait, dans une commune dirigée par des élus PEPS, de sans doute modifier et réviser ce PLU et en le concevant de manière participative et compréhensible par tous et toutes. Et ça, c'est vrai qu'en général, on peut le voir, le PLU est modifié en catimini sans qu'il y ait vraiment d'enquête ou de propositions pour que les habitants interviennent directement dessus. Et donc, le PLU devrait viser à protéger la commune contre la spéculation immobilière, bien entendu, en limitant les possibilités de construction, en réduisant bien sûr la marge des promoteurs et en favorisant le logement public et social. Et l'objectif, c'est vraiment, au travers d'un PLU, de conserver, si possible, l'identité d'un quartier en respectant ses spécificités locales et en refusant toute forme de gentrification. Et là, c'est vrai que ce qu'on a décrit jusqu'à présent, tout à l'heure, tu parlais de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
qui a depuis 15 ans, 20 ans investi des dizaines de milliards dans la rénovation de grandes cités. En fait, bon, on a fait tomber des tours et puis on a en effet explosé les familles qui habitaient ici depuis 10, 15 ou 20 ans et on les a un peu éparpillées partout. Mais donc voilà, quoi, cette question du PLU, elle est fondamentale à l'échelle d'une commune. Et, euh, bon, je ne sais pas si vous avez été confronté. Euh, eh bien, Odile, en tout cas, je te souhaite bonne chance dans ta campagne et pour ton porte-à-porte. Parce que ça, c'est, voilà, le logement, le porte-à-porte, c'est la meilleure façon de rencontrer les gens et d'aller vers. Mais, euh, mais donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à cette question-là du PLU ou de l'ANRU, de la manière dont ces politiques sont menées. Ben, de toute façon, même pour le plus, enfin, le plus à l'heure actuelle, c'est quand même. Parce que moi, j'ai eu une expérience à Pantin, sur un immeuble pourri, copropriété dégradée, où il a fallu faire évacuer les gens, parce qu'il y a un immeuble qui s'est effondré à 10 heures du matin. Donc ça a commencé comme ça et tout. Et en fait, en discutant avec la mairie de Pantin, bah, sur le droit à la réquisition et sur d'autres choses, en fait, euh, bah, euh, eux aussi. Alors, tu as le plus, le PLU, d'accord, où là, c'est municipal et tout. Mais du coup, à l'heure actuelle, tu as quand même ce truc qu'ils ont inventé, là, les communautés d'agglomération. Et donc, ça, et du coup, maintenant, tu as le PLUI. Donc, c'est quoi? C'est le plus intercommunal. Ce qui a servi à faire diminuer, par exemple, euh, le nombre d'aires d'accueil dans certains endroits. Le nombre de terrains d'accueil était soumis par commune à un pourcentage, et c'est par les intercos qui se sont servis pour le faire descendre. Donc, tu as le même, en fait, ils ont mis le même pourcentage, mais pour toute l'intercommunalité. Donc, c'est plus par commune. Donc, du coup, ça a permis. Et puis, c'est comme ça que les maires se renvoient la balle pour les constructions, pour certaines constructions. Donc, aussi le logement social. Et c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Bien sûr que. Et puis, c'est pour ça que j'alerte les gens sur la loi Choc. Parce que tout ça, ça remet en cause tout, en fait. La loi SRU, qui était quand même le fait de pouvoir construire, qui obligeait les gens à construire du logement social. Donc voilà, ça, le Obliger dispositif. les communes, obliger Oui, les communes à un taux de de 25%. 25%. Voilà, Hmm. mais déjà, ils l'ont dégraissé à 20%, là, il n'y a pas très longtemps. Et là, ils veulent carrément le faire sauter, de toute façon, par la loi Choc. La C'est loi la loi Choc. spéciale client. Ouais, c'est la loi spéciale clientélisme. Pour ça. Mais oui, mais parce que c'est bien beau de dire on va redonner du pouvoir aux maires, on va décentraliser les pouvoirs et tout. OK. Mais jusqu'à présent, par exemple pour la loi de réquisition et tout, pour la faire appliquer, il fallait que les maires, déjà, ils en fassent la demande à la préfecture. Donc ça, c'est ce que je dis aux gens. Donc vous avez des maires qui vous disent mais si, mais c'est parce que je ne peux pas le faire et tout. Ouais, mais est-ce qu'il en a déjà fait la demande? Déjà. Et ça, normalement, quand tu fais la demande, tu es maire et tu fais la demande, tu as un récépissé donné par la préfecture comme quoi tu as fait la demande de la loi de réquisition. Donc, pour l'instant, il faut savoir que les maires en France, la loi 3DS et la décentralisation des pouvoirs, les pouvoirs, ce qu'ils ont demandé en premier, c'est pas sur le logement. Hein. Ils se sont tous accordés dans leur salon de maire pour demander sur la sécurité. Voilà où ils l'ont demandé. Les pouvoirs, ils ont demandé. Donc, tous les maires en France ont déjà obtenu, voilà, quand ils veulent quelque chose, ils savent le faire, ont déjà obtenu le pouvoir sur la sécurité de leur ville. Donc les caméras, enfin, bon, bref, tout ce qu'on voit en ce moment, les contrôles, la police municipale. Bon, bref, voilà, ça a été octroyé. Après, pour le logement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il faudrait que ce soit les intercos qui demandent le truc de réquisition. Mais comme je dis, il y a des préfectures qui ont déjà, pour la lutte contre l'habitat indigne, commencé à déverrouiller ces pouvoirs-là. Après, c'est comment, après, par volonté, on arrive à les faire appliquer aux maires. Parce que moi, je sais qu'il y a 37 communes à l'heure actuelle qui ont le droit de réquisitionner, par exemple, en Seine-et-Marne, dont la commune de Fontainebleau. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bâtis
vide, où on pourrait faire re-rentrer le logement social dans le centre-ville, en fait. Mais Frédéric Valtou, le maire de Fontainebleau, n'est pas décidé à développer le logement social sur sa commune. Du tout, du tout. Bah, c'est bien pour ça s'est pris les lois de réquisition. Bah, c'est à cause de lui, hein, que tout ça s'est arrivé. C'est la punition de la préfecture de Seine-et-Marne suite à sa prise de tête avec. Voilà. Mais par contre, il veut bien développer sa commune pour un autre projet commercial, j'ai vu. Il veut faire installer une petite zone. Voilà. Donc oui, voilà, c'est comment tu fais pour te heurter aussi, comment tu pars à certaines choses. Alors, si, pour des arrêtés, par exemple, comme nous, il y a un petit maire qui a gagné contre Coulommiers, hein, par exemple, pour les terres agricoles. Parmi Mais les- ça, il a gagné au tribunal. Donc, c'est comment tu fais. Après, tu t'attaques à des choses. Ben, ouais. Parce qu'il faut des moyens. Je pense qu'il faut remettre les humains au cœur de tout ça. Parce que, en même temps, je pense que c'est une volonté de tous. Si tu as tout ton bled qui est avec toi pour dire vas-y, on veut réquisitionner tel immeuble parce qu'on a trop de SDF et tout ça, bah, c'est sûr que je pense que déjà la préfecture ou quoi que ce soit, elle est enfin, elle serait moins défavorable. Enfin, je sais pas. Je pense que vraiment, il y a quelque chose. mais dans les solutions et les propositions faites par PEPS dans le cadre de ces élections municipales avec sa brochure communaliste, il y a cette idée qu'on a abordée tout à l'heure, hein, des coopératives d'habitation et d'habitat partagé. Et en effet, à l'échelle d'une commune, on peut imaginer une ou des coopératives d'habitation qui seraient des structures qui permettent à des groupes de personnes de se regrouper et tout cela en mutualisant les ressources et en partageant les espaces et les services collectifs. Donc ce modèle, c'est simple, il repose sur les principes de solidarité, d'autogestion et de non-hiérarchisation. Et il s'oppose radicalement, bien sûr, aux logiques de rentabilité et de spéculation. L'habitat coopératif, ça inclut donc une gestion démocratique. Donc, c'est ce que tu soulignais un instant, Fanny, où les habitants prennent des décisions collectives sur la manière dont leur environnement est organisé. Donc, on peut imaginer la mutualisation de services collectifs, notamment par exemple des buanderies, des jardins partagés, des espaces de travail collaboratifs, voire des salles communautaires où on peut simplement avoir des activités ludiques ou autres. Bien sûr, ça part d'une logique de s'affranchir des promoteurs. Et donc, là-dessus, c'est vrai que la coopérative d'habitation, ça peut être un moyen de réduire considérablement les coûts de construction. Et notamment dans le projet de logement coopératif, on observe qu'ils sont souvent autofinancés et réalisés par les habitants eux-mêmes, et en concertation avec des architectes, des urbanistes et des artisans locaux. Cela permet aussi de construire selon des principes écologiques et durables, ce qui n'est pas rien vu les défis qui se présentent à nous là, à l'avenir. Et surtout, les coopératives d'habitat partagé, elles répondent aux besoins réels des habitants, des résidents. Bien sûr, c'est concomitant à ça, et on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est la question de remplacer les résidences étudiantes spéculatives par du logement public. Parce que c'est vrai que le secteur immobilier étudiant est souvent dominé par des investisseurs privés qui exploitent la demande de logements et à des prix élevés, puisque il y a une forte demande. Et il est donc essentiel de remplacer ces résidences privées par du logement étudiant public. Et il faudrait imaginer donc une mise à disposition de terrains publics pour les Crous qui permettrait de créer des logements étudiants accessibles et de faciliter l'entrée des étudiants dans les logements sociaux.
Et donc voilà, ça permettrait surtout de manière plus globale de réduire la spéculation immobilière et en facilitant bien sûr l'accès aux jeunes à des logements décents. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir et qui ont, moi, peut-être qu'on a, je sais pas si on a tout abordé, euh, peut-être qu'on a oublié certains sujets. Dom, Patrick, Rens, Leïla, Fanny. Je pense qu'un sujet qu'on a un peu effleuré, c'est aussi l'habitat, ça passe aussi par la mobilité. Et notamment dans la proposition de PEPS, il y a les transports gratuits, Mm. euh, plus de transports entre les communes. En fait, c'est décentraliser un peu l'habitat Mm. et ça passe par le transport, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, se déplacer euh, pour tout le monde, c'est assez compliqué. Quand tu es une personne à la rue ou en difficulté financière, c'est vite la croix et la bannière. Je pense que c'est un des sujets importants, c'est la mobilité. Parce qu'il faut qu'on arrive à rendre les transports gratuits pour tout le monde si on veut un meilleur habitat. Je sais pas ce que tu en penses, Fanny, là-dessus. Bah oui, bah moi, oui, j'habite Coulommiers, oui, les transports, bien sûr. Non, mais tu parles à moi, on met une heure passée qu'on a un train. Dire. Non, mais bien sûr qu'il faut en passer par les transports gratuits et tout. Et puis en même temps, de toute façon, à l'heure actuelle, même pour l'emploi, on le voit. De toute façon, regarde, tu regardes les saisonniers qui n'arrivent plus à se loger. Franchement, tu regardes en bord de mer, Airbnb, ouais, d'accord, c'est sympa, mais du coup, tu es saisonnier et tu galères dans ta tente. Franchement, moi, j'ai déjà fait, c'est relou. Mais bon, maintenant, ça devient un quotidien. Nous, on le voit avec les jeunes chez nous. Bah, ils voudraient bien faire de l'agriculture, parce qu'il reste encore un petit peu de terrain agricole quand même. Mais seulement, entre-temps, ben, ils ont transformé les mâts de ferme en truc. Hop, ils ont vendu ça. En fait, ils ont vendu par parcelle. Donc, d'un côté, ils ont vendu l'habitat, puis de l'autre côté, ils ont vendu. Enfin, ils mettent en location ou ils vendent des terres agricoles. Résultat des courses, eh ben, il n'y a pas de logement social partout dans l'abri. Et donc, du coup, bah, tu as plein de jeunes qui ne veulent pas s'installer parce que soit il n'y a rien à acheter, parce que dans certains bleds, bah, d'un côté, on est sur un territoire pas très loin de Disney et donc Airbnb se développe. Rien qu'autour de Coulommiers, je regardais hier, il y a 61 maisons, on parle de baraques, hein, qui sont en location Airbnb. Hein. Donc, bah, voilà, tu es jeune, tu veux aller t'installer pour faire du maraîchage, bah, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu n'as pas de logement. Et donc, oui, bien sûr que l'histoire du transport, de développer les transports et de développer aussi, enfin, je sais pas, tu vois, les maisons elles pourraient être transformées en logements pas chers, modérés, pour justement les jeunes qui voudraient être agriculteurs dans le coin. Enfin, il y a plein de leviers. Et c'est pour ça que je dis que oui, bien sûr, le logement, les transports, la santé aussi. Tu regardes, regarde. Ouais. Tu sais, je vais dire un petit truc, mais bon, enfin, moi je suis sur un territoire quand même assez facho, assez RN quand même, dans certains endroits. Mais en fait, les gens ne savent pas le fait qu'il y ait les étrangers et tout, ce qu'ils reprochent et tout. En fait, non, c'est le fait d'être oublié. Et qu'ils voient que pas très loin, derrière le périph', en banlieue, eh ben, tu te rends compte qu'ils sont même à envier les distributions alimentaires. En te disant, ouais, mais nous, on n'a pas les restos du cœur et tout. Et c'est vrai. C'est vrai que même là-dessus, si tu veux, les transports, tout ce qui est accès aux droits simples, en fait, la santé, l'éducation, les choses toutes simples. Et tu n'es pas très loin de Paris, mais tu as encore des endroits où il n'y a pas accès, quoi. Donc, logement, machin, bah, inégalité crée aussi vote de merde. Voilà. Euh, mais c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc, hein. C'est pas. Donc, ouais, ouais, je pense que oui, les transports gratuits, la santé gratuite aussi, l'accès à la santé, elle devrait être partout. Tu ne devrais pas être en galère de médecin, quoi. Mais non, mais sérieux, je te dis, moi, tu sais où il est mon médecin? Non, mais j'habite Coulommiers, 80 bornes de Paris. Mon médecin traitant, il est à Paris parce que t'en as pas chez nous. Là, ils sont contents. Ils ont inauguré une antenne SOS médecin. Mais tu te rends compte? Ils sont contents. Oh, oh, chouette.
On n'a pas des médecins, SOS médecins. Ils viennent là que le week-end. Le problème, il se trouve aussi en ville, hein. Moi, je vais te donner un exemple très concret. Moi, je suis en train de refaire mon dentier. C'est pour ça que ma diction n'est pas parfaite ce soir, et parce que j'ai pas mon dentier. Mais j'ai dû attendre de venir à La Réunion pour avoir un rendez-vous au dentiste, parce qu'à Nantes, c'est 6 mois d'attente. Voilà. Et en plus, je pense que voilà, et puis comme tout est privatisé maintenant aussi, beaucoup de centres dentaires privés, des choses comme ça, si t'as pas de thunes, eh ben, tu te soignes pas. C'est tout. Oui. Tu te loges pas, tu te soignes pas, tu manges pas, tu fais un bon, ouais. Et c'est vrai que oui, là, les gens de plus en plus, de toute façon, pourquoi aussi ils bouffent pas? Eh ben parce qu'ils doivent payer aussi leur loyer. Parce que maintenant, c'est plus. Avant, tu avais quand même une largesse dans ta procédure d'expulsion. Mais maintenant, c'est au bout de 2 mois qu'ils ont le droit de lancer la procédure d'expulsion. Donc, 2 mois de loyer, bah, même si c'est pas des loyers énormes et tout, n'empêche que c'est 2 mois la loi. Donc, si au bout de 2 mois de loyer, tu n'as pas payé, bah, tu peux avoir une procédure d'expulsion. Donc, non, non, ça va super vite. Non. Bon, bref. Après, si on doit finir, moi, j'ai un dernier petit point que je voulais aborder aussi, qu'on n'a pas Ouais. abordé. C'est sur la réquisition des logements vacants. Moi, j'aime pas Ouais, trop ce terme, parce que je suis plus sur la réquisition des bâtiments vacants. Parce qu'en c'est fait, si on ça. parle de logement, parce que le nombre de bâtiments vides qu'il y a, de commerces qui ferment, qui pourraient, que ce soit des petits commerces, qui pourraient servir de lieu de sociabilisation pour les habitants, ou à d'autres buts, mais qui sont nécessaires à réinventer, le nombre de tourelles de bureaux qui sont vides et qui pourraient être très adaptés pour faire du logement ou autre. Mais je pense que c'est une question plus vaste que les logements vacants. C'est les bâtiments vides en France en fait, Ouais. et notamment les bureaux et les commerces qui ferment quoi. Ah, bah, c'est clair. Non, et puis en même temps, les gens peuvent les aménager. Moi, enfin, c'est l'expérience, alors ça a été l'expérience menée au Croissant. Quand on avait réquisitionné l'ancien commissariat, comme on avait des bureaux assez vastes et tout, en fait, on avait pu distribuer aux familles par mètre carré. Donc, on les a mis tous à l'aise. Et en fait, chacun s'est installé comme il voulait. Donc, il y en a qui ont vraiment fait des pièces et tout, ils m'ont aménagé carrément des F5 dedans. Les gens, et puis, suivant, voilà, j'en ai un, il m'a fait tout ça tout en bois. Il y en a d'autres, ils ont préféré plaque au plâtre. Enfin, chacun s'était installé comme il voulait. Et il y a une petite qui cherchait un projet pour faire son truc d'architecture. D'ailleurs, elle a été lauréate à Nancy grâce à ça. Et du coup, elle a prouvé qu'avec très peu de choses, très peu de moyens, on pouvait transformer très vite des bureaux en logements viables et vivables. Voilà, si les gens ils étaient de bonne participation et tout. Mais c'était Et plutôt en plus, rigolo comme expérience. c'est pas grâce, mais c'est dans ces bâtiments-là qu'on peut réinventer un habitat différent. C'est Nous, ça. on a habité la Maison du Peuple et a squatté à occuper ou squatter comme vous voulez un collège abandonné pendant 2 ans. Et c'est là où on a pu recréer vraiment du lien social. Parce que même si le bâtiment n'était pas dédié à de l'habitation à l'origine, moi j'y habitais pendant 2 ans et on a habité à une centaine de personnes en permanence dans ce lieu, avec un gymnase, avec plein de choses qui composent un collège. Et on a pu réinventer une manière de vivre au centre-ville différente. Et je pense Ouais, qu'il faut vraiment pas se concentrer sur les logements vacants, mais sur les bâtiments vacants. oui, même sur la réappropriation de l'espace public, tout simplement aussi. Par le bien Oui, d'occupation des friches, des choses comme ça. Déjà, il faut que les gens se réapproprient l'espace public. Tu le vois, il y a de moins en moins, à part quand il y a des soirées ou samedi soir devant les rades. Mais sinon, tu regardes, de moins en moins, les gens, quand même, ils occupent l'espace public pour en faire des choses collectives. Ça, c'est ce que je disais aux jeunes du collectif de l'AG Logement. C'est pour ça qu'on avait fait nos kermesses et tout. Il y a 2 ans, on a organisé des kermesses sur le thème du logement, des carnavals, des choses comme ça. Et on voyait que les gens, mais ils étaient plus intéressés. Bizarrement, ils participaient plus aux événements donc, je pense que aussi, ça passe par la réappropriation en fait de l'espace public aussi. C'est comment inciter les gens à se réapproprier les lieux, les espaces, les choses comme ça pour recréer des liens. Parce que de toute façon, ça se passe, le lien il se crée dehors. Tu vois. Enfin, mais après, je vu pense. qu'on est dans une logique on est dans une discussion communaliste,
c'est pas que l'espace public qu'il faut se réappuyer, il faut se réapproprier les pouvoirs publics aussi. Ça, Les bah outils, oui, pas tout, les hein. outils de la ville, tu vois, les outils de la ville nous appartiennent et c'est à nous de nous les réapproprier parce qu'on nous infantilise beaucoup, on se sent dépossédé sans aucun pouvoir, ce qui freine à la mobilisation de beaucoup de personnes. Bah, c'est ça. Et puis, comme tout le monde ne s'intéresse pas aux choses, du coup, il y a des choses qui passent en zoom-zoom. Et donc, quelque chose qui a été complètement laissé tomber, et je pense que c'est fait exprès aussi, c'est que pendant la loi Casbarian, il a aussi passé un décret. Avant, tu avais, quand ça faisait 20 ans que tu étais dans la même ville, tu avais le droit, s'il y avait une opération immobilière ou quoi que ce soit, à dire, bah, ça fait 20 ans que je suis dans votre ville. Euh, et donc, tu avais un décret spécial, enfin, tu avais un truc spécial, une clause spéciale, où du coup, ils ne pouvaient pas te chasser, ils ne pouvaient pas te sortir et tout. Et ben, n'empêche que, mine de rien, et ben, ce truc-là, et ben, ils ont fait un décret pendant la loi Casbarian et ils l'ont fait sauter. Et du coup, tu ne peux plus réclamer ton droit à la ville. Voilà, ça n'existe plus. D'accord. Ouais, voilà. Ouais, c'est petite. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour éventuellement ouvrir la discussion si- s'il y a d'autres interventions. Bon, Patrick, Dom. Et il y a Leïla qui est partie et qui nous a salués. Ouais. Non, bah, donc pour résumer, autogestion, autonomie, réquisition, essayer de faire en sorte que les communes qui adoptent le projet communaliste de PEPS s'engagent foncièrement sur les questions d'accessibilité. Et ça sera l'objet d'un autre webinaire plus spécifique, justement, avec Odile Morin sur ces questions d'accessibilité, les droits des personnes en situation de handicap. Bon, voilà, on va dire qu'on poussera un peu plus loin la réflexion sur ces questions du logement, mais aussi de l'accès aux services, l'accès à la culture. Tu parlais donc de réinvestir l'espace public, Fanny, et c'est vrai qu'au travers de ces propositions communalistes, c'est un peu l'ambition de PEPS que de ne pas abandonner la rue, de ne pas euh, tourner le dos à des situations d'urgence. Et donc, j'imagine, moi j'ai juste une question, Rens. Le modèle de la Maison du Peuple à Nantes, il est reproductible partout. Vous avez déjà essaimé à d'autres endroits? En fait, de Maison du Peuple, je pourrais pas te dire combien il y en a actuellement. Depuis les Gilets jaunes, des centaines sont nées, certaines sont mortes. Il y en a encore qui naissent encore maintenant. Il y a des tentatives qui sont un peu partout. Nous, on perdure depuis longtemps, mais parce qu'on a su se réinventer. Mais en fait, c'est un modèle qui est réplicable un peu partout, mais qui est adaptable, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas figé. En fait, vu que l'autogestion, ça dépend aussi des spécificités locales, des personnes qui font partie de ce truc. Du coup, ça demande à chaque endroit de s'adapter et de réinventer. Tu vois, nous, on a des bases, on a une brochure qu'on a travaillé dessus pour aider les gens. Les gens nous appellent pour savoir comment on ouvre des maisons du peuple. Et on donne toujours un coup de main sur beaucoup d'aspects, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans l'instant, dans le moment présent, quoi. Et en s'adaptant à la situation et aux réalités locales, quoi. La base, c'est d'avoir des espaces communs et des ressources mises en commun. Et de là, après, tout le reste découle. Tu vois. Quand les gens vont chercher leur nourriture ensemble, quand les gens cuisinent ensemble, euh, nettoient ensemble, entretiennent les lieux dans lesquels ils habitent ensemble, bah, ils se repolitisent, tu vois. Et déjà, ça fait une meilleure gestion du lieu, mais ça permet aussi ensuite aux gens de se réapproprier leur ville,
tu vois. Et leur vie et leur avenir. Oui, C'est ça. Reprendre le contrôle de nos vies. Bon, bah, peut-être qu'on va clôturer sur ces beaux mots, à moins que nos hôtes veulent rajouter quelque chose. Non, merci non, c'était beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre par rapport à votre expérience et vos réflexions. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire pour terminer, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, le logement, comme d'autres aspects de la vie quotidienne, on est complètement enserré aussi par comment dire, un appareillage législatif d'une puissance pas possible. Moi, franchement, en vous écoutant, je me dis que c'est vraiment là aussi, petit à petit, sur 25, 30 ans, on voit comment le système néolibéral continue à grignoter les droits, tout simplement, et comment ça nous met dans des galères pas possibles pour arriver à reprendre la main sur les questions de logement. Voilà. Et ça reste quand même, alors évidemment pour protéger aussi beaucoup la propriété privée. Alors je ne parle pas de la propriété privée des gens qui sont juste propriétaires de leur logement. Oui, oui, ça, nous voilà. Évidemment voilà, je parle évidemment du système capitaliste qui fait surtout là-dedans des opérations financières et de spéculation, sur la spéculation. Mais en tout cas, on voit bien que la réponse, elle ne peut pas être juste à l'échelle de la commune. Ça, Fanny, tu l'as bien, bien dit. Le vrai pouvoir aujourd'hui, il est à l'échelle des intercos. Et du coup, ça nous rajoute une couche supplémentaire de difficultés disons, pour reprendre la main en termes de pouvoir. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, c'est un peu simplé ce que je vais dire, mais tout ce qu'on peut faire, là où on est, eh ben, c'est une bonne chose. C'est ça, c'est ça. exactement. Merci. Merci, Dom, pour ton Oui, intervention. euh, moi je voulais dire aussi quelque chose à la fin, quoi. J'ai trouvé votre truc, enfin j'en ai vu qu'une heure, mais c'était vraiment super pour une raison, c'est que en général, on entend des discours convenus sur le logement, quoi, hein. Je veux dire, si on avait invité tel ou tel dirigeant d'association de locataires ou tel expert, bon, mais là, et j'ai vu enfin, c'était une parole sur le logement qui était authentique, et ça, je pense que c'est très important en termes, y compris de formation et d'éducation populaire pour tous nos copains. Et la deuxième chose, c'est que la première bataille qui a été gagnée contre Trump depuis son élection, ça a été à New York. Et à New York, Madani, il a gagné sur la question du logement, précisément. Et ça, il faut s'en rappeler, parce que, je veux dire, aujourd'hui, le logement, c'est entre 35 et plus de 50% des revenus d'un ménage, quoi, hein. Et donc, c'est le principal problème, parce que c'est la question du besoin prioritaire. Et donc, si les luttes et les luttes non seulement sociales, mais politiques, y compris électorales, ne prennent pas en compte cette dimension, bah, on passe complètement à côté de tout, quoi. Surtout dans une période où l'extrême droite monte et que elle dit, bah voilà, si le logement, c'est à cause des immigrés, parce que bon, ils veulent tous les logements sociaux, etc. Donc, si on ne se bat pas sur la question du logement de façon prioritaire, on ne gagnera jamais. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'y compris d'ailleurs, la façon dont vous avez mené ce webinaire est, à mon avis, quelque chose euh, qui doit être inspirant pour ce qu'on va faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut redonner la parole aux gens qui se battent sur le logement, parce qu'ils ont une autre parole que les experts, quoi. Voilà. Mm. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Merci, Mm. Patrick. C'est vrai que ça m'a effleuré l'esprit à un moment, cette idée qu'aujourd'hui, ce besoin primaire, ce besoin essentiel qui est le droit d'avoir un toit, est aujourd'hui, en fait, voilà, pour beaucoup de gens,
le problème du revenu et du fait que bah, pour payer son loyer, parfois, on va dépenser plus de la moitié de son salaire ou de sa pension si on est à la retraite. Ça pose un vrai problème. Et je te remercie aussi d'avoir amené cette petite note touche internationale, hein, comme on te connaît, avec New York, parce que c'est vrai que New York, ça symbolise vraiment la propriété privée, la spéculation, la gentrification à tous les niveaux. Et je te remercie d'avoir rappelé ça. Donc, on se retrouvera prochainement pour un autre webinaire sur les questions, logiquement, d'alimentation, de santé avec Dominique et d'autres intervenants. Et puis, il y aura d'autres webinaires. Il y en aura un sur les questions de culture et puis un autre sur les questions de sécurité, sûreté publique. Et enfin, celui sur la question du logement et de l'accessibilité de manière plus générale par rapport aux populations en situation de handicap ou victimes de maladies invalidantes. Et tu voulais rajouter quelque chose, Renz? Non, non, Non? c'était Bon. très bien. Ok, bon, bah, Ben, on termine là-dessus. ouais, Et Allez, Merci à vous. à vous. on se dit à Merci, bonne au très revoir, à journée bientôt. à bientôt. tous. Au À bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.